Madame, Monsieur, bonjour et merci de prendre rendez-vous sur Royal TV Bénin pour votre émission Opinion. Opinion de ce vendredi reçoit, comme d'habitude, Eric Kouchiko, le rédacteur en chef de Royal TV Bénin. Eric Kouchiko, bonjour. Bonjour, Enoch. Lui, il aurait pu être journaliste, mais c'est un homme qui a choisi un autre chemin. Il est très proche des acteurs des médias. Lui, il est acteur politique, comme je vous le disais, Félicien Maotondi Moukanrin. Il est avec nous, il va se prêter à l'exercice avec nous ce vendredi. Félicien Maotondi Moukanrin, bonjour. Bonjour, cher ami Enoch. Bonjour, cher ami Eric. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Alors, Eric Kouchiko, nous allons démarrer comme d'habitude avec la synthèse des unes de cette semaine. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans la synthèse des unes des journaux parus dans la semaine du lundi 8 au vendredi 12 août 2022. Installation du bureau de la Fanda Metrab Parakou, l'heure du renouveau de la médecine traditionnelle a sonné. C'est allé dans les colonnes du quotidien Dabarou dans sa parution du lundi 8 août 2022. Création annoncée d'un parti politique entre le PRD et l'UP vers la fragilisation totale du BR dans la 19e circonscription électorale. C'est allé dans les colonnes du quotidien Info du moment dans sa parution du lundi 8 août 2022. Mardi 9 août 2022. Position contre l'ordonnance numéro 15-PCO-2022 du juge Edibayo Dassondo. Estelle Glele et Noukouye Flin se rebellent contre la justice. Pour eux, cette ordonnance est comme un papier hygiénique. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le Béninois libéré de Aboubakar Takou dans sa parution du mardi 9 août 2022. Après sa conversion en islam et sa sortie de prison, Abdul Razak Khouenon se confie à l'honorable Malé Hossou. C'est allé dans les colonnes du quotidien Les 4 vérités dans sa parution du mercredi 10 août 2022. Le chasseur info. Réunion du groupe local éducation GLE hier à Cotonou. Le Bénin éligible au financement SCC du partenariat mondial pour l'éducation. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le chasseur info dans sa parution du mercredi 10 août 2022. Législatif de 2023, le mercato s'intensifie, les jeux ouverts. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le Matinal dans sa parution du mercredi 10 août 2022. Jeudi 11 août 2022, séance d'orientation des nouveaux bacheliers de la vallée de l'Ouémé. Honorable Léon Bokove et le DDEPS au Dr Bertin Dansou montrent la voie à suivre aux futurs étudiants. C'est allé dans les colonnes du quotidien. Le leader du jour de Olivier Khouenon dans sa parution du jeudi 11 août 2022. Dabarou à présent, fusion UPPRD et exigence de la sauvegarde de l'identité du parti de l'Arc-en-Ciel. Hongbedi veut aller au paradis mais refuse de mourir. C'est allé dans le quotidien du septembre. Dabarou dans sa parution du jeudi 11 août 2022. Vendredi 12 août 2022. À présent, nous sommes avec la primaire de Adama Ouettenon au Conseil des Béninois de l'extérieur. Le Suronois désavoué, l'âge élective confirmée pour demain. C'est allé dans les colonnes du quotidien La Primaire dans sa parution du vendredi 12 août 2022. Terminons cette synthèse de cette semaine par le quotidien Le Matinal. Mise ensemble annoncée entre le PRD et l'UP le 20 août pour créer le nouveau parti. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le Matinal dans sa parution de ce vendredi 12 août 2022. Amis intérieurs de Royal TV Bénin, c'est la fin de cette synthèse des canards parus dans la semaine du lundi 8 au vendredi 12 août 2022. Merci de l'avoir suivi et à vendredi prochain pour un nouveau numéro. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après la synthèse des unes de cette semaine. Concordez pas Eric Kouchiko. Eric Kouchiko, après cette synthèse, certainement il y a eu un quotidien que vous n'avez pas mis qui a retenu votre attention. Comme d'habitude, après la synthèse des unes des canards parus dans cette semaine, le quotidien qui a retenu mon attention, c'est
Le leader du jour de Olivier Rouenou qui a titré à la une séance d'orientation des nouveaux bacheliers dans la vallée de Lomé. L'honorable Léon Boukovet et le DDEPS au Bertin, Dr Bertin Dansou, montrent la voie à suivre aux futurs étudiants. Ce titre m'a intéressé à cause de l'importance, de son importance, j'allais dire, parce que des années antérieures, 10 ans passés, 15 ans passés, après le bac, les nouveaux étudiants n'ont pas cette chance-là, de cette séance ou bien de cette séance d'orientation, et chacun choisit la filière qu'il veut comme ça, sans connaître l'importance ou les prérogatives de ces filières-là. Mais les réformes sont intervenues et puis désormais, quand vous avez le bac, il y a ces séances-là qui vous orientent et qui vous montrent le vrai chemin à suivre pour pouvoir devenir un bon cadre. L'honorable Boukovet et Dr Bertin Dansou, le directeur départemental de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle du département de Lomé, ils avaient l'habitude d'organiser ces genres de séances après les résultats du baccalauréat chaque année. Et il faut avouer que c'est les universitaires aguerris qui viennent expliquer les démarches, les conditions à remplir pour pouvoir faire un bon choix sur le campus et puis les filières qui donnent de bonnes Merci à vous, Eric, opportunités. Une bonne initiative qui ne va pas ravir l'initiative du gouvernement à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, j'espère. Tout à fait. Félicien Mao Tondi, nous allons vous inviter à essayer à cet exercice. Vous avez suivi la synthèse des lunes de cette semaine. Merci beaucoup. J'ai bien suivi le ramasser de tout ce qui a fait une des journaux. Ce qui m'a attiré, c'est le journal Le Matinal qui a parlé des législatives de 2023, que le mercato s'intensifie. Et c'est l'actualité du moment. C'est ça qui préoccupe tous les grands acteurs politiques et les populations également. Donc, nous avons compris que depuis quelques mois, il y a beaucoup de mouvements qui se font et des grands groupes se retrouvent et renégocient les choses. Donc, j'ai compris que en plus du domaine du sport où le mot mercato est beaucoup plus utilisé et nos journaux ont commencé par l'employer dans la politique et c'est le style utilisé qui m'a beaucoup plu et nous n'avons pas le choix que de faire l'interaction des champs lexicaux d'un domaine dans un autre domaine. Voilà. Merci à vous, Félicien Mao Tondi Moukame. Effectivement, nous allons surfer sur ce mercato pour, dans un instant, décrypter l'actualité qui se réfère à ce mercato. Mais avant, juste après ceci. Voilà, Eric Koutiko, c'était dans les tuyaux en début de week-end dernier. C'est bien une réalité. Le parti du renouveau démocratique de Maître Adrien Mbedji et l'Union progressiste de Joseph Tchobénou aujourd'hui entendent rester ensemble, se fusionner pour créer un nouveau parti pour les joutes électorales certainement à venir. Eric Koutiko. Nous avons appris l'information comme vous, c'est vrai, le processus n'est pas encore allé à terme, mais c'est enclenché. Et puis, c'est deux grandes formations politiques, parce que quand on parle de PRD au Bénin, tout le monde sait ce qu'est ce parti. L'Union progressiste, on n'a plus à démontrer. Donc, ces deux grandes formations veulent s'entendre pour faire une fusion. C'est bien, mais si c'est avant les législatives, je suis en train de voir qu'il y aura peut-être un danger, ça c'est moi, parce que quand on dit PRD dans la 19e, la 20e, la 15e et la 16e circonscription électorale, c'est un parti qui est bien assis. Faire la fusion de ce parti
pour les joutes électorales prochaines, est-ce qu'il n'y aura pas déjà ce qu'on appelle guerre de positionnement, parce que l'UP avait déjà ses candidats. Quand on prend les législatives passées, l'UP a déjà ses candidats. Les prochaines élections qui viennent, l'UP aura aussi déjà ses candidats. PRD veut faire fusion avec l'UP. C'est l'UP qui a voulu de cette fusion. De toute façon, l'un ou l'autre, les deux partis vont se fusionner. Alors, chaque circonscription électorale a un nombre donné de sièges. Donc, comment ça va se faire? Je suis en train de voir qu'il y aura de mésententes quand éventuellement cette fusion marche avant les élections législatives de janvier 2023. Alors, si c'est après ça, pour les présidentielles ou bien pour les élections générales, parce qu'après 2023, c'est désormais une élection générale. Si c'est pour les élections générales, je vois que c'est bon. Mais si c'est déjà avant les législatives de 2023, il y a un danger là. Seulement que, bon, si les bases sont bien définies, peut-être il n'y aurait pas de danger pour le moment. C'est ce que j'ai. Nous autres ne sommes pas dans le secret des dieux. Certainement, pour y arriver, il y a eu des bases qui se sont ficelées. Félicitations au Tonton, vous êtes acteur politique. Comment voyez-vous cette union qui arrive bientôt? Merci beaucoup. Ça a commencé par des visites de courtoisie et cela a été beaucoup plus officiel le 6 août passé au domicile du président Adrien Mbedji, président du PRD. Et aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne que l'UP a demandé l'adhésion du PRD pour aller au prochain combat. Cela répond au système partisan qui est en vigueur depuis 2016 avec le président Patrice Talon. Et vous n'êtes pas sans savoir que les réformes ont démarré effectivement en 2018 et le PRD était annoncé pour être aux côtés du Bloc républicain, et c'est à une semaine du congrès de Parakou que le PRD s'est désisté pour des raisons de conservation de son identité politique. Et aujourd'hui, le PRD accepte, parce que c'est déjà accepté à travers le communiqué du parti, que le PRD accepte fusionner ou collaborer avec l'UP. Nous, on attend le résultat des négociations pour savoir effectivement si c'est une fusion intégrale ou si c'est une mise ensemble pour faire corps à un nouveau parti qui va s'ajouter aux autres qui sont encore là. Et moi, mon impression sur le fait en tant qu'acteur politique n'a rien d'extraordinaire. Nous savons que les jeux des acteurs ont commencé beaucoup depuis. C'est vrai que depuis plus de 10 à 15 ans, la 15e, 19e, 20e, 21e sont beaucoup plus les chars gardés du parti PRD. C'est vrai que les deux dernières élections, le PRD n'a pas eu d'élu. Et cela ne veut pas dire que le PRD n'est pas fort ou bien n'est plus fort dans ces zones. Les communales de 2020 ont montré que le PRD a toujours quelques communes de l'Ouémé en main, notamment Semepoudji et Porte-Nouveau à Djara, où il est venu majoritaire. Et c'est pour dire que nous aurons quelques nouvelles donnes dans le champ politique. Et ce n'est pas gagné d'avance. La mise ensemble ou bien la fusion de ces deux pour donner corps à un nouveau parti n'est pas une somme arithmétique que nous allons voir, mais les autres partis ont du boulot, surtout le Bloc républicain qui est le second parti fort de la mouvance présidentielle, a du boulot dans ces zones, dans les zones du PRD. Dans les autres contrées du Bénin, c'est un non-événement parce que le PRD n'influence personne en dehors de Lomé et une partie de Cotonou. Donc, ça ne dit rien à Abomey, excusez, ni dans les 4 nord. Mais dans l'Ouémé, surtout 19e, depuis un certain temps, c'est devenu un sujet majeur. Et je crois que cela participe au renforcement du système partisan qui veut que nous ayons des partis forts. Et si c'est aujourd'hui que le PRD découvre qu'il a besoin
d'aller ensemble avec d'autres formations politiques pour pouvoir atteindre, en griffe, l'objectif visé ou le remontada tant prôné, tant mieux. Ce qui est sûr, l'objectif du chef de l'État d'avoir des partis forts ou de renforcer son système partisan aurait un plus, parce que ce serait un parti de moins en termes d'effectifs. Donc, la guerre des positionnements qui étaient déjà en cours dans les deux partis politiques vont s'identifier, il faut le reconnaître. Le PRD a déjà ses potentiels candidats qui travaillent déjà sur le terrain, l'UP également. Et aujourd'hui que les deux se mettent ensemble, si c'était 10 candidats que chacun devrait donner, les deux ensemble vont donner maintenant 10. Donc il y aura la moitié d'aspirants qui seront sacrifiés. Et c'est en cela qu'il y aura défection. Ne sois pas surpris que cette mise ensemble ne donne pas le résultat que tout le monde espère dans la zone. Nous avons vu ici plusieurs alliances. En 2016, il y a une alliance qui a porté le candidat Zinsou. Et c'était, arithmétiquement, c'était un chaos sans commentaire. Mais quand on est allé aux urnes, vous avez vu les résultats, que le président Patrice Talon les a tous battus ensemble. C'est pour dire que la somme arithmétique les crédite, mais le réel politique ne les favorise pas dans la zone parce que ne l'oubliez pas que beaucoup de membres actuels ou de leaders actuels de l'Union progressiste sont des démissionnaires du PRD. Et on s'est beaucoup attaqué, ils se sont beaucoup bousculés sur le terrain. Aujourd'hui, ils se retrouvent ensemble. C'est humain, ce ne serait pas systématique comme l'on veut les présidents de parti, que ça va se mouler rapidement. Non. Donc c'est pour ça que les autres partis qui sont dans la danse ont beaucoup de chance s'ils sont sérieux, et surtout le Bloc républicain. Et je crois que c'est une opportunité pour nous, au Bloc républicain, cette fusion dans la zone. Parce que nous sommes de la 20e, nous savons les communes que le PRD maîtrise avant la fusion. Ajouté aux efforts de l'UP, nous savons également, parce qu'on connaît tous les acteurs et on connaît tous les maisons de chaque formation politique. Donc, vous allez récupérer les frustrés, c'est ça? Mais nous, on a déjà ouvert notre portail, notre porte, notre chambre, notre salon à tous les frustrés. Et les joueurs... Il en aura, ça c'est clair. Il en aura, ça. Mais on ne peut pas faire d'omelette sans casser les yeux. Effectivement, effectivement. Donc c'est pour ça que nous, au niveau du Bloc républicain, nous suivons la situation comme tout autre acteur politique et nous attendons la fin de tout le processus, de tout ce que cela va générer afin de voir quelle stratégie nous allons mettre pour ne pas perdre les nôtres qui peut-être sous l'effet d'influence communicationnelle ou massive vont avoir peur de s'allier, mais d'aller conquérir massivement les frustrés qui sortiront de ces deux formations politiques. Vous êtes acteur politique, vous êtes membre du Bloc républicain. C'est vrai, cette alliance, est-ce que ça ne craint pas, surtout au Bloc républicain, quand on sait que le PRD, déjà dans la 19e, 20e, était très fort, ajouté aujourd'hui à l'UP, est-ce que le Bloc républicain ne devait pas craindre? J'avoue que dans l'Ouémé Plateau, le Bloc républicain a plus de défis, je ne dirais pas problème ni souci, il y a plus de défis qu'hier. Parce que si le PRD allait aux élections, l'UP aussi allait, nous aussi, nous allions, plus les autres, il y aura ce qu'on appelle l'émiettement des voix, et ça profite facilement aux partisans de moins d'efforts. Mais la fusion qui s'annonce là va limiter beaucoup plus les émiettements de voix et va renforcer le plus fort si le plus faible ne se prend pas au sérieux. C'est pour dire que nous aurons sérieusement de challenge dans la 19e qui est pratiquement aux couleurs du PRD. L'arc-en-ciel, selon les dernières élections communales, il faut l'avouer, à Saint-Mépodi, c'était
c'était Kao, Porte-Nouveau, n'en parlons plus, Adjara, n'en parlons plus, alors que c'est les 3 communes plus grosses de la 19e. Dans la 20e, il y a Avrancourt et Misrité, mais la vallée, c'est quelques efforts qu'ils ont fait. Donc la vallée a déjà maîtrisé le PRD depuis plus d'une dizaine d'années. Donc nous, dans ces communes, il n'y a pas trop de peur. Ce que nous savons, c'est que nous n'allons pas minimiser cette fusion et nous allons, comme je l'ai dit, voir la fin, intégrer tous les paramètres et se retrouver, s'asseoir et proposer des stratégies pour pouvoir montrer que ce que nous pouvons avoir en tant que bloc républicain, si nous allions, chacun allait aux élections, nous l'avons malgré qu'il y a une fusion dans notre zone. Et je le précise que c'est beaucoup plus dans la 15e, 19e, 20e et 21e dans certaines communes que cette fusion aura un effet significatif. Dans les autres contrées du Bénin, ce serait un effet de paille. Ça c'est vrai. Éric Boutiko, quand on sait que le bloc républicain, surtout dans la 20e circonscription, il y a des difficultés où on s'entend presque pas, est-ce qu'à cette allure, le bloc républicain n'aura pas de difficultés à l'issue de cette fusion? Hormis les frustrés, et je pense que les leaders de ces 2 grands partis vont maîtriser pour qu'il n'y ait pas de frustrés. Si éventuellement il n'y a pas de frustrés, j'avoue que le parti du bloc républicain aura de sérieux problèmes sur le terrain quand on va mettre ensemble les forces que vont fournir le PRD et l'UP dans ces circonscriptions électorales-là. Si éventuellement il n'y a pas de frustrés, les grands leaders ont su maîtriser les gens avec la sensibilisation. Je suis sûr qu'avant que l'on ne parle de cette fusion, il y a des bases qui sont déjà... Voilà, donc c'est sûr que chacun va rester dans son parti et la lutte, d'abord il faut reconnaître la bataille sera très rude si éventuellement il n'y a pas de... Le bloc républicain, c'est... Le directeur vient de le dire. C'est un parti qui a beaucoup à faire maintenant quand on va parler de cette fusion dans ces 2 circonscriptions citées tout à l'heure par le directeur. Je voudrais parler de la 19e et de la 20e. Si éventuellement il n'y a pas de problème entre les gens qui vont rester dans l'ombre parce qu'ils vont se dire bon j'ai plus mon intérêt en jeu, il faut que je travaille dans l'ombre. S'il n'y a pas ces cas-là, bon, le BR a de problèmes. Mais s'il y a des cas là et que le BR a su faire le jeu, ça veut dire que bon, le BR aussi a un peu de chance là. Sinon que, bon, s'il y a déjà 5 sièges, plus la femme qui va s'ajouter, nous, on laisse ça d'abord. Sur les 5 sièges, s'il n'y a pas de frustrés pour les élections prochaines, le BR aussi sait déjà ce qu'il attend en ce qui concerne les résultats après le 8 janvier 2023. Vous semblez vous focaliser sur le BR et sur l'UP. L'UP, bon, cette fusion qui est naissante, mais vous oubliez les démocrates, les FCBE qui ont aussi leur force ici. Nous sommes d'accord, mais aujourd'hui, la majorité présidentielle, c'est le BR et l'UP. Et maintenant, le PRD vient de s'ajouter à ces 3-là. Il y a éventuellement les démocrates, s'ils remplissent les conditions. Il y a tous ces partis politiques. Voilà, donc si ces partis travaillent aussi sur le terrain, je crois qu'ils vont aussi faire quelque chose. Mais quand on fait l'analyse, bon, peut-être on ne sait pas s'ils sont en train de travailler dans l'ombre, parce qu'il y a ça aussi qui a agi sur eux, les tapages qu'ils avaient fait, et puis bon, s'ils travaillent dans l'ombre, alors, bon, tant mieux. Ce qu'on fait, que mais bon, c'est vrai, c'est pas le football pour qu'on dise que le meilleur gagne. C'est le meilleur. Donc, on attend le soir du dimanche 8 janvier 2023 pour pouvoir dire le reste. Merci à vous, Éric. Nous allons poursuivre ce décryptage et parler de la jeunesse. On parle du 8 janvier prochain, mais c'est également les jeunes. Comment ça va se passer, le positionnement? Est-ce que les jeunes auront de la chance, quand je prends le bloc républicain par exemple? Merci beaucoup. Je vais toujours prendre exemple sur les 2 dernières élections et pour mieux comprendre ce qui peut arriver. Et quand nous prenons les législatives 2019 et les communales de 2020, vous allez voir que sur toutes les listes
des partis de la mouvance, vous verrez qu'il y a plus de jeunes positionnés. Il peut ne pas être en position de gagner, mais quand on fait le point on fait le ratio jeunes, vieux, aînés, vous verrez que les jeunes sont en bonne position. C'est pour dire que la volonté est déjà là de renouveler la classe politique. C'est vrai qu'il n'y a pas de génération spontanée en politique. Il faut qu'il y ait un processus de transfert de capacité et de passage de main. C'est vrai également que personne ne veut laisser, et personne ne veut abandonner. C'est pourquoi les aînés s'accrochent comme le crapaud et les jeunes aussi bousculent et veulent faire passage en force. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que les deux partis, UPBR, il faut le dire, et le PRD également, qui a été aussi aux élections en 2020, chacun de tous ces partis, que ça, les Moël Bénin n'en parlons plus, ont positionné des jeunes, les FCB aussi. Ça montre que nous sommes en train d'aller à l'ère du renouvellement de la classe politique, du personnel politique, comme l'a dit un journal tout à l'heure. Et cela ne va pas baisser pour ce qui arrive. Et pour ma part, je pense que en 2023, on aura plus de jeunes que de personnes déjà conviées à ce poste, à ce festin, mais à des positions favorables de gagner. Donc, ce ne serait pas comme avant où les jeunes sont un peu mis en arrière-plan pour pouvoir voir et regarder suppléants ou bien après des postes majeurs 2, 3, 4. Donc aujourd'hui, nous pensons et la jeunesse demande ou même exige aux formations politiques. Je ne parle pas pour le bloc républicain seul, je parle de toutes les formations, même la nouvelle fusion UPBR, UP et PRD qui est en instance. Peut-être ça vient sur moi, peut-être bien aussi va s'ajouter à eux. Oui, il ne faut jamais dire jamais. En politique, il n'y a pas d'amis éternels, il n'y a pas d'ennemis éternels. Pour aujourd'hui, nous parlons de UP et PRD. Demain, ça peut être autre formation politique. Nous aussi, nous avions accueilli l'UDBN dans un passé récent. Donc c'est pour dire que ce que le PRD, l'UP fait aujourd'hui avec le PRD, nous l'avions fait avec l'UDBN. C'est pas nouveau. C'est pas un parti de... Non. Et c'est parce que nous, on est dans l'OME que nous voyons la pertinence. Allez à Natitengu, allez à Parakou et voici l'arrivée du PRD à l'UP faire quelque chose à quelqu'un dans cette zone. Quand vous prenez l'UDBN a ses fiefs traditionnels, surtout à voilà, donc c'est pour dire que c'est relatif. Maintenant, le nouveau parti qui va sortir, parce que j'ai appris aussi que le 20 août, ils seront en congrès au Stade Charles de Gaulle pour finaliser tout ça. Je crois aussi qu'eux-mêmes, ils vont aussi travailler sur ce pan, parce que la jeunesse aujourd'hui est éveillée. Et nul ne gagne ces prochaines élections s'il ne mise pas sur la jeunesse et sur les femmes. Et le chef d'État a été déjà clair et tous ces actes prouvent à suffisance qu'il veut que les jeunes et les femmes soient priorisés. Et les dernières élections que nous avons eues l'ont montré et il est encore là. Il est encore maître à bord pour voir clair dans tout ce qui se passe. Je ne vous coupe pas, vous avez été suppléant de l'honorable Benou qui au départ avait dit qu'il allait passer cette 8e législature à travers son suppléant. Vous l'aviez dit, les vieux n'aiment pas laisser le pouvoir, ça ne se laisse pas, ça s'arrache. Vous avez exercé, même si vous êtes suppléant, normalement vous devriez être aujourd'hui devant pour être bien positionné, puisque vous avez fait déjà l'exercice je dirais, de directeur de cabinet. Merci. Au fait, je sais qu'on n'est pas là pour parler des positionnements parce que ce n'est pas l'individu qui parle. On parle de la chance des mais c'est le parti qui positionne. En 2019, c'est vrai, nous avons eu la chance d'être premier suppléant qui n'est pas dédié à n'importe qui parce que c'est le premier poste sur chaque liste. Et les élections se suivent mais ne se ressemblent pas. Cela ne veut pas dire que systématiquement en 2023 ça doit être la même chose ou voilà. Ça dépend de l'actualité de l'heure,
la configuration du terrain et la géopolitique du moment. Et c'est pour ça que aucun d'entre nous, d'ailleurs, que ce soit les anciens candidats et ceux qui ont eu la chance d'être députés et qui siègent, personne ne dort. Vous voyez, les députés en exercice, tout le monde court la nuit comme le jour, comme des chevaux. Et les aspirants aussi ne se reposent pas, c'est pour dire que rien n'est gagné d'avance. Mais ce que nous savons, c'est que nous travaillons selon notre parcelle politique et nous mettons les dispositions en place pour que on soit parmi ceux-là qui animent mieux la 20e, pour que le parti puisse décider en son temps. Pour le moment, le parti a demandé à ce que chacun aille travailler sur le terrain, fidéliser les militants, faire adhérer d'autres indécis et tout. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Quel que soit le schéma qui sortira demain, nous allons nous joindre à la décision du parti et travailler. Mais ce que nous savons, c'est que la jeunesse sera toujours au cœur de toutes les listes de candidatures de tous les partis. Parce que ça s'impose aujourd'hui, que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance, les jeunes sont tellement nombreux, si vous ne les mettez pas à l'aise, c'est eux qui font, c'est eux qui défendent. Donc, c'est clair que le BR va miser sur la jeunesse. Et si nous faisons partie de cette jeunesse dans notre zone, c'est évident que le parti, comme par le passé, nous fait confiance aussi. Éric Koutiko, la jeunesse, quelle place pour la jeunesse pour les législatives de janvier 2023? Je voudrais d'abord saluer cette idée qu'a le président Patrice Talon du fait qu'il a pensé au renouvellement de la classe politique. Nous devons être fiers de voir la jeunesse au pouvoir, sinon dans les grandes instances de décision. Seulement, nous avons vu des jeunes dirigés dans ce pays et qui n'ont pas donné de bon exemple, et puis ce qu'ils ont fait au cours de leur règne, on a vu, il y a des jeunes qui ont nargué tout le monde pendant ce temps-là. Et puis, bon, d'autres disent, est-ce qu'il faut encore soutenir la jeunesse? Bon, heureusement, moi, je ne suis plus dans la politique. Si j'y étais encore, je ne vais pas soutenir la jeunesse parce que j'ai vu beaucoup de choses et c'est vrai, il y en a, comme le directeur Onkari qui n'a pas de problème, il y a toujours ouvert, il y a des maires comme ça, on les connaît, seulement il y en a parmi eux qui ont dessus, plus d'un, c'est vrai, on dit il n'y a pas de génération spontanée dans la politique et le pouvoir ne se donne pas, ça s'arrache, on chante tout ça, mais c'est pas bien quand on voit la jeunesse, les jeunes qui se comportent comme ça. Toutefois, je suis jeune, je dois soutenir la jeunesse si l'opportunité y est. Donc, il serait très heureux de voir à la 9e législature plus de 40 jeunes à l'Assemblée sur les 83, ou bien si ça augmente. Je souhaiterais que la jeunesse domine désormais au Parlement. C'est à l'ancienne code qu'on tisse les nouvelles. Donc les gens ont déjà... Je prends l'exemple du suppléant de l'honorable l'ambassadeur du Bénin près la Russie, Piaou. Son suppléant, c'est un jeune docteur, Ogoualé. Vous voyez, quand on voit des gens comme ça à l'Assemblée, on est fiers. Quand la promesse de l'honorable Benou était une réalité dans le temps, on aura un certain jeune député, Félicien Onkari, à l'Assemblée nationale, on serait fiers de ces gens-là. Donc, je voudrais inviter la jeunesse maintenant. Hein, si le PR leur donne cette chance-là de gouverner, d'être... C'est à la jeunesse de s'imposer. Merci à vous. S'imposer, oui, mais pas faire des actions qui naguent tout le monde. Hein. Bon, Félicien, quand il sait de quoi je parle. On vous aura compris, Nous irons rapidement en Côte d'Ivoire pour ce troisième sujet où, pour les indépendances, Alassane Dramane Ouattara a gracié son prédécesseur Laurent Gbagbo qui était condamné à 20 ans de prison. Il a gracié, l'homme a parlé, vous l'avez suivi également.
Chapeau au président ivoirien Alassane Dramane Ouattara pour les nombreux actes qu'il a commencé par poser depuis un certain temps, juste après son 3e mandat. Bon, en tout cas, je ne suis pas là pour parler de si c'est légal ou illégal. Je suis en train d'apprécier ces actes parce que quand le président Gbagbo a été acquitté de la Cour pénale internationale, ces pays, il n'avait pas son passeport. Mais le président Ouattara a tout fait pour lui faire établir son passeport. Il est rentré au pays. Il est rentré. Dernièrement, le président Ouattara a invité les 2 présidents là, ses 2 prédécesseurs. Il y a Alpha Condé, non, je dis Condé, Henri Konan Bédié et Gbagbo. Ils étaient restés ensemble. La veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara a accordé une grâce à son prédécesseur, Laurent Gbagbo. Le lendemain, le professeur Gbagbo est monté au créneau pour refuser cette grâce-là. Il estime que la condamnation qui lui a été faite n'était pas légale, que lui il ne prend pas ces grâces-là. Nous avons lu ça dans les médias et il a repousser ou refuser la grâce parce que selon lui, il n'est pas condamné à 20 ans de prison. De toute façon, il a été gracié. Il a été gracié et c'est le plus important. Même en dehors de la grâce, le président Gbagbo Ouattara lui a fait le dégel de tous ces un décret pour toutes ces indemnités, c'est alloué. C'est alloué. Félicien, quand vous êtes acteur politique, d'un œil politique, comment voyez-vous Merci beaucoup. C'est un nouveau message à l'endroit de toute la classe politique et des jeunes surtout. Que les hommes politiques peuvent se bagarrer tout le temps, mais ils arrivent toujours à se comprendre. Parce que des intérêts sont en jeu. Et l'acte du président Ouattara est à saluer, même si on sait que depuis quelques mois, le président Laurent Gbagbo est déjà en Côte d'Ivoire libre de ses mouvements, il mange avec lui, il déjeune avec lui, ça veut dire qu'il n'est plus prisonnier. Donc, c'est pour ça que la grâce n'a pas l'effet que cela devrait être si Gbagbo était encore à la Cour pénale. L'homme est déjà rentré depuis, il est accueilli triomphalement, il fait ses mouvements, ses réunions, et c'est maintenant qu'on sort le document pour le gracier. Donc, ça n'a pas l'effet qu'il doit. Mais c'est des formalités qu'il faut remplir parce qu'il a été condamné par la justice et tant que la condamnation n'est pas levée par la justice ivoirienne, il y aura un problème de procédure. C'est vrai que la Cour pénale qui l'a condamné, l'a acquitté de toutes ses peines, de toutes ses charges et il est rentré dans son pays. Donc, mais la justice de la Cour pénale de La Haye n'est pas la même que la justice de la Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara vient de régler pour ce qui concerne son pays, la Côte d'Ivoire, mais qui est un non-événement parce que l'homme est déjà libre, il fait tout ce qu'il veut depuis des mois, pour ne pas dire bientôt 1 an. Donc c'est pour dire que le président Gbagbo a raison de rejeter cette grâce. Et même s'il le rejette, l'autre ne va plus dire que ça... Non. Donc c'est de formalité administrative ou bien judiciaire qui a été fait. Mais nous saluons le courage des 2 présidents parce qu'il faut avouer que c'est parce que le président Ouattara a accepté que l'autre, son prédécesseur est dans son pays. Malgré tout, s'il maintient sa position, on n'en serait pas là. C'est pour ça qu'il faut le remercier et lui dire de toujours faire pour tous ceux qui restent encore. C'est vrai, il n'est pas le président n'est pas le seul dans le cas. Il y en a plein encore qui ne sont pas encore pleinement dans leur droit de liberté. S'il peut le faire pour tout l'ensemble, ce serait génial. Mais ce qui est sûr, ce qui a commencé va finir. Il a démarré et il le fera pour sortir par la grande porte. Parce que de plus en plus, ces actes qui ont commencé par séduire sont des actes de réconciliation. Donc on sent que l'homme veut refaire son image au sein de sa communauté, de son peuple.
pour que sa sortie du pouvoir ne soit pas catastrophique. Et nous louons ça. On dirait un certain président, en tout cas un président, on finit par se retrouver et parler du pays. Suivez mon regard. Merci à vous. Avant la dernière partie d'opinion de ce vendredi 12 août 2022, nous allons prendre une courte pause avant de revenir. Voilà, nous sommes de retour après cette courte page publicitaire. Alors, Eric Kouchiko, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais ils le savent bien beaucoup, et c'est téléspectateurs et internautes. Notre invité est également le directeur départemental Ouémé de la jeunesse et des sports. Nous l'avons également invité, c'est pour nous parler du championnat scolaire qui va se dérouler dans son département, précisément dans son village natal à Djomou. Directeur Félicien Maotondi, comment vous l'aviez fait? Est-ce que c'est tombé comme ça? Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce une coïncidence d'accueillir la phase nationale du championnat scolaire sur cette terre qui vous a vu naître? Merci beaucoup. Effectivement, depuis quelques jours, l'actualité a commencé par en parler. La phase nationale du championnat scolaire de l'édition 2022 est prévue du 15 au 24, c'est-à-dire 10 jours de compétition. Donc les athlètes sont attendus du 14 et rentrent le 25. Donc c'est du 15 au 25 que l'OME va briller aux couleurs du sport scolaire. Nous l'avions tenu l'année passée à Grand Popo, mais pas avec autant de discipline que ce qui va se passer à Adjoum. À Adjoum, nous aurons le football féminin et masculin, nous aurons le basket masculin, nous aurons le handball féminin, nous aurons l'athlétisme mix hommes et dames. Et c'est plus de 1200 athlètes officiels qui sont attendus des 12 départements du Bénin. L'édition de cette année va uniquement se dérouler sur le stade Omnisport d'Adjoum. L'objectif, c'est de valoriser nos nouvelles infrastructures sportives. C'est pour ça que le ministère a préféré jouer ça sur l'un des stades nouvellement construits et mis en exploitation. Adjoum a eu cette grâce, cette chance d'abriter cette deuxième édition, qui est la première quand on parle de façon intégrante avec les autres disciplines et avec plus de monde qui est mobilisé autour. Et c'est parce que le ministre Oswald Omeki a voulu que l'OME accueille ce grand événement et que tous ceux qui aiment le sport puissent se retrouver à Adjoum, contempler la vallée de l'Ouémé qui est la deuxième la plus riche au monde en termes de découvertes, mais se mettre en spectacle sur le nouveau stade qui sera mis en service officiellement à partir de septembre. Mais à Franco aussi, il y a un nouveau stade. Pourquoi on n'a pas choisi à Franco? Oui, le ministère a fait le choix de ne pas se disperser et de concentrer tout le monde, tout le spectacle à un même endroit pour mieux superviser et mieux encourager et mieux contrôler tous les mouvements. Ces 1000 enfants, des gens de moins de 17 ans, ils ont laissé leurs parents. Il faut que la priorité sur leur sécurité prime. Et c'est pour ça que nous avons préféré, nous avons choisi Adjoum, qui est un vaste domaine de 12 hectares, qui a tellement d'espace aménagé pour contenir tout ce mouvement et qui est aussi proche à côté du goudron et dont l'accès est super facile. Et ça fait un beau paysage pittoresque de la vallée de l'Ouémé parce que ne l'oubliez pas que c'est 10 jours de compétition et c'est également la promotion du tourisme local. Et c'est pour ça que le ministre a souhaité que ça se passe à Adjoum et que les enfants puissent découvrir ce coin du Bénin et ne
vous vous rappelez que c'est à Adjon que le président Patrice Talon vient donner le top des choses. Donc c'est Adjon a eu comme une chanceuse. Voilà, a commencé par s'inscrire dans les annales de l'histoire béninoise. Donc, loin de tout ça, c'est que nos 12 départements, chacun va envoyer une délégation qui avoisine 100 personnes et les délégations sont attendues le 14 à 16 heures au regroupement au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Et nous invitons tout le public. Il y aura les athlètes qui vont compétir. Il y a les jeunes officiels qui sont composés des jeunes arbitres, les jeunes secouristes de la Croix-Rouge, les jeunes volontaires ramasseurs de ballons et les jeunes reporters sportifs. Et tout ce monde sont uniquement des gens formés par le ministère des Sports à travers l'OPSU. Et vous verrez que c'est uniquement les jeunes de même catégorie d'âge qui vont faire le reportage des matchs sous la supervision, bien sûr, d'autres journalistes assermentés. C'est les jeunes du même âge qui vont arbitrer, c'est eux qui vont secourir les leurs sur le terrain, et c'est eux qui vont faire du ramassage des ballons et tout. Ce serait un spectacle tellement joli, tellement beau, et vous aurez tout le monde en uniforme, et à l'image de ce qu'on a vécu à Grand Popo l'année passée pour le football, nous aurons environ le double à Adjon en termes d'effectifs et en termes de performance. Et il y aura à l'entrée du stade un podium des Jeux, que nous appelons Village des Jeux, qui sera érigé pour qu'à la fin de chaque match, il y ait deux heures de jeu concours, parce qu'il y a MTN qui accompagne la phase nationale, donc qui a mis à disposition des centaines de t-shirts, de gadgets. Le ministère aussi, l'OPSU aussi en a disposé. Et il y aura des petits jeux, il y aura des artistes locaux de la localité qui vont prester. Il y aura des grands artistes que nous allons faire déplacer de Cotonou à l'ouverture comme à la clôture. Et ce serait entremêlé par les activités culturelles. Il y a le groupe Achakata qui sera à l'ouverture. C'est ce groupe qui a délivré le spectacle des Amazones pour le 1er août devant le chef de l'État. Quel sera le résultat attendu de ce championnat? Le résultat attendu, c'est de faire du sport béninois un vivier pour la révélation du Bénin, et en partant des scolaires. Et aujourd'hui, vous convenez avec moi que c'est la jeunesse qui fait le sport. Et cette jeunesse est en quantité au niveau de nos établissements scolaires. Donc, le ministère des Sports a voulu à ce que le sport aille à la base, et ça a été l'une des réformes majeures du président Patrice Talon, pris par un décret en Conseil des ministres. Et depuis quelques années, nous avons des encadreurs sur le terrain, et nous offrons ces championnats aux autres établissements qui n'ont pas qui ne bêchent pas des classes sportives de participer. Et à la fin de ce championnat, il y aura des détections qui seront faites pour composer l'académie départementale du sport. Et cette académie va se dérouler dans les 12 départements et va regrouper des pépinières sorties de ces championnats. J'avoue que nous avons démarré par les matchs interclasses, intercollèges, et nous avons fini cette étape avec les champions. Nous sommes montés à la phase départementale avec des compétitions intercommunes, et c'est ça qui a accouché et les champions qui vont se retrouver à la phase nationale. Pour nous, dans l'Ouémé, nous avons le CGE avant coup qui est qualifié chez les garçons au niveau du football. Et je vous précise que c'est ce collège qui a été champion du Bénin l'année passée. Donc ils sont encore présents sur l'événement. Le sujet à Branco est un vivier du sport. Voilà. Vont-ils conserver leur titre? Les deux jours vont dire. Et le CG Dowa et le CG Vacon est qualifié pour les filles au football. Il y a le CG Apromissérité qui est qualifié pour le handball féminin, et le CG Application qui est qualifié pour le basket. Et l'athlétisme s'est mis, il y a plusieurs collèges, un collège peut donner un athlète et tout. Donc c'est pour dire que tous les autres départements ont leur équipe, et tout est déjà
bien ficelé par le ministère des Sports. Et quand vous allez sur le stade d'Adjoum, les installations, les mises en place se font, le nettoyage, l'aménagement du terrain et les brandings vont démarrer d'ici demain à décorer tout le stade aux couleurs du championnat. Et je précise que c'est en collaboration avec le ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, parce que c'est eux qui ont les matières premières, qui sont les élèves. Nous avons la technicité de discipline que nous venons à enseigner aux enfants. Vous aurez plus de 1000 enfants. Qu'en sera-t-il de l'hébergement? C'est l'un des sujets casse-tête qui a secoué sérieusement le comité d'organisation, parce que la commune d'Adjoum ne dispose pas autant de réceptifs hôteliers pour héberger 1000 enfants dans les conditions hygiéniques, sanitaires et tout. Donc nous avons fait l'option d'héberger tous les enfants à Porto-Novo. Et il y a plus de 24 bus climatisés de 50 places qui vont, 2 bus affectés à chaque département pour convoyer les enfants voilà, avec la police républicaine qui fera le cortège et tout. Tout est mis en place de façon fluide pour que les matins, les enfants viennent jouer. Et après le match, ils rentrent dans leur bus et ils retournent dans leur dortoir pour qu'on s'assure de la sécurité des enfants. Et toutes les commissions travaillent. Il y a plusieurs commissions qui sont mises, sécurité, santé, dont je suis président. Il y a la commission technique qui s'occupe des matchs. Il y a la commission hébergement, restauration et transport. Il y a la commission branding et sponsors. Il y a la commission des événements collatéraux comme les animations culturelles. Il y a la commission des officiels. Et il y a la commission communication et marketing. Donc tout le monde fait la navette entre Cotonou, Adjoum, Porto-Novo tout le temps depuis plus de 2 semaines. Et je crois que les choses se clarifient de jour en jour. Et dès lundi prochain, jour Assomption, 15 août pour les gens des collines, Adjoum aussi va faire parler à travers tous les médias sont mobilisés à l'occasion et ce serait véritablement une fête scolaire que nous aurons. Vous êtes d'Adjoum, vos sentiments? Elle ne peut qu'être bonne, sinon elles ne peuvent qu'être bonnes. Je serais très ravi d'accueillir. Sinon, c'est ma commune, hein, donc c'est moi qui accueille. Je partage la même commune que le directeur. Donc, nous accueillons pendant ces 10 jours-là tous départements. C'est un honneur pour nous et Adjoum a rempli les conditions idoines qu'il faut pour abriter cet événement-là. Donc c'est une joie pour moi de voir ma commune vibrer au son et aux couleurs de ce championnat. Merci à vous, Eric Koutikon. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais avant, monsieur le directeur, il y a un projet de réhabilitation de nos stades, de nos terrain de sport, de football. Porto-Novo n'est pas exempt de ce projet. Qu'en est-il concrètement? Oui, en dehors des 22 stades, c'est vrai que le gouvernement continue dans son programme de dotation de nos communes, des infrastructures sportives modernes de référence. Mais également, il y a la réhabilitation ou la réfection des existants. Donc le stade Charles de Gaulle sera repris, et réfectionné complètement et remettre en état neuf. Et tous ces projets avancent. On a fini pour le stade de l'Amitié, vous l'avez vu. Il y a le stade Charles de Gaulle aussi où il y a plusieurs commissions qui sont déjà venues visiter avec des techniciens et cela va démarrer. En dehors de ça, il y a d'autres petits projets au niveau du ministère à l'endroit de nos établissements scolaires où nous réhabilitons ou dotons des CEG, des infrastructures sportives. L'année passée, c'était le CEG Semepoji qui a eu une infrastructure de basket. Il y a le CEG à Guégué qui doit bénéficier d'un terrain de handball sur pilotis.
Et cette année aussi, il y a d'autres communes qui sont prévues. C'est pour dire que progressivement, le gouvernement déploie tout un arsenal pour que d'ici quelques années, chaque commune ait un minimum d'infrastructures sportives pour que tous les jeunes du moins, puissent avoir la chance de s'essayer une fois dans une discipline sportive. Parce que pour le président Patrice Talon, il y a de la matière au fin fond du Bénin. Tout n'est pas à Cotonou, ni à Port-Nouveau, ni dans des grandes villes. Il y en a tellement de valeur. Et quand vous voyez même les équipes qui sortent, qui sont les équipes championnes qui viennent, quand on vous donne la liste, vous verrez que c'est très rare de trouver une ou deux équipes qui sont dans les villes. C'est des équipes qui sont dans les villages, des périphéries des grandes villes, mais qui arrivent à battre tout le monde et qui sortent. C'est pour vous dire que nous devons renforcer cela pour que au fin fond du Bénin, on mette à disposition les conditions pour que tous nos talents se révèlent et fassent la fierté du Bénin. Merci à vous, Félicien Maoutondi, Eric Kouchiko, un mot pour conclure. Alors, je salue le président, le directeur départemental des sports. Oui, le président de la commission sécurité et santé du championnat scolaire. Voilà, je le remercie pour sa disponibilité d'être avec nous ce vendredi 12 août 2022 pour l'opinion, le deuxième numéro de ce mois d'août 2022. Je salue les amis internautes de Royal TV Bénin. Merci. Opinion de ce vendredi qui est un peu spécial. Vraiment. Alors, directeur, on vous laisse conclure. Merci beaucoup. Je remercie vous tous, mes chers amis. Je remercie Royal TV, ma chaîne. Et je remercie tous les internautes qui font confiance à tout ce qui se fait ici. Et je demande à chacun d'être prêt pour mieux servir son pays. Et j'invite tout le mouvement sportif du département de Lomé à se mobiliser sur les 10 jours de l'autre côté d'Adjoum et montrer que le département est effectivement un département sportif et que le gouvernement et son président n'ont pas eu tort de nous donner et de nous permettre d'accueillir la phase nationale du championnat scolaire de cette édition. Nous devons faire plus et montrer que quand ça vient dans Lomé, ça se passe toujours bien. Merci beaucoup. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis pour ce deuxième numéro de ce mois d'août, vendredi 12 août 2022. Merci à vous qui nous suivez d'un peu partout. Merci et rendez-vous vendredi prochain, si Dieu le veut.